La mission qui devait percer le plus ancien mystère de l'humanité, c'est parti, on y va, let's go. Et qu'est-ce que c'était là? Ils dirent: allons, bâtissons-nous une tour dont le sommet atteindra le ciel. Genèse 1:4. C'est quoi, c'est la Bible? Micode qui met de l'IA? Layard avance. Cela fait des semaines qu'il cherche. Mais cette fois, il est sûr de son coup. Il est sûr que cette colline recèle des trésors jamais mis au jour. Il creuse. Ah là là. Et soudain, deux taureaux, ces gardiens des palais de l'ancienne Ninive, des grands rois Sénachérib et Assurbanipal. Et dans ce palais, les gars, l'IA, c'est trop une dinguerie. Des tablettes. Des milliers de tablettes. The Forest avec Madiba, je suis chaud. La plus vieille bibliothèque qu'on ait jamais trouvée. Les plus vieux récits, les plus vieilles interrogations. Mais wesh. Allô? Et puis, cette question. What the hell? Cette question qui a traversé l'histoire de l'humanité. Cette ok, non, la vidéo va être dingue. Je le sens. Question qui a poussé l'homme à raconter des mythes, à chercher des réponses dans la religion, à parcourir le monde pour étudier la nature. D'où venons-nous? Et si la réponse venait de là où personne ne l'attend? C'est-à-dire? Du ciel? De l'univers? Say wallahi, bro! Ah, les gars, la vidéo va être folle. Là, les gars. Je le sens. Mission Rosetta? La quête des origines. Ok. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Pardon, excusez-moi, plus jamais je la fais. Dans les années 80, à peine 20 ans après les toutes premières sondes spatiales, l'humanité se tourne vers les comètes. On pense alors qu'elles pourraient nous renseigner sur les origines du système solaire. Comme si c'était nous qui avions... On venait d'ailleurs, c'est ça? C'est ça le délire? Peut-être nous aider à répondre à une question bien plus ancienne que l'ère spatiale. Une question qui traverse tous les âges. Celle des origines de la vie. Très bien. Pendant des siècles, certains ont affirmé que le cosmos était immuable, inchangé, qu'il se reproduisait à l'identique pour l'éternité. D'autres cherchaient à découvrir l'origine du monde, l'origine de l'humanité. Et puis arrive Darwin. Qu'est-ce qu'il a dit, Darwin? It's interesting. Les scientifiques ne savent pas dire comment s'est formé l'univers, mais pour la vie, ils pensent avoir une piste solide. Il semble que toute la vie est une origine commune, qu'elle est apparue il y a des milliards d'années dans une petite mare chaude de la Terre primitive. C'est resté longtemps une théorie parmi d'autres. Jusqu'à ce qu'un siècle plus tard, un étudiant en biologie décide de recréer les conditions de la Terre primitive. Dans un circuit fermé, il fait circuler de l'eau ainsi que les gaz que l'on trouvait dans l'atmosphère. Ce mélange soumis aux Mentalo toujours bloqué au stade de singe, va te faire enculer. premiers orages réagit. Il a fabriqué une Terre miniature dans son laboratoire. Et dans ce petit ballon de verre, il trouve des acides aminés. Il pense avoir obtenu les premières briques de la vie. D'accord. C'est nous. Ça, c'est ce que je vois. À côté de ça, la compréhension de l'univers progresse aussi. Le Big Bang, les galaxies, il semble... Qui croit au Big Bang? Personne croit au Big Bang, bro. What the hell? Bro, Zarma, de terre, de feuilles de poudre, un mélange dans le... Qu'on comprenne de mieux en mieux le cosmos. Arrête tes couilles, mon gars.
Arrêtez de me filmer. 5 sondes quittent la Terre. Parmi elles, les sondes soviétiques Vega et la sonde européenne Giotto. Paris, c'est nous, c'est chez nous. C'est des cas de chez nous. C'était le début de l'exploration, on avait encore des techniques assez limitées, et donc c'était une mission Wesh bro, Albert Einstein, what the hell? qui était tout à fait particulière. Il y a une comète, elle fait le tour du Soleil en 76 ans, elle est venue en 1910, et bien elle va revenir en 86. Ok. La comète de Halley. Oh, je la vois là. Je la vois. Wesh, la vidéo elle est folle. Micode, bravo. C'est magnifique. C'est un peu comme plonger dans les archives du système solaire, puisque ces objets se sont agrégés il y a environ 4,5 milliards d'années, en même temps que la formation du Soleil, en même temps que la formation des planètes. Et puis c'est comme si ces blocs de matière avaient été stockés au congélateur. C'est la première fois qu'on allait voir une comète de près. C'est que la comète ne ressemblait pas du tout à ce qu'on imaginait. J'ai vu, chérie. Une comète. Tout le monde pensait qu'on allait observer l'objet le plus brillant possible. Eh bien, on s'est aperçu en arrivant que c'était l'objet le plus sombre qu'on avait jamais vu dans le système solaire. What? C'est plus sombre que du charbon. C'est le Vanta Black, c'est Ce que ça? les instruments ont révélé lors du passage de 5 sondes, c'est que cette noirceur n'est pas celle du charbon, ni celle de la roche. Ouais. C'est la signature d'une matière bien particulière. Une matière qu'on ne s'attendait pas à trouver là, à des centaines de millions de kilomètres de toute forme. C'est quoi? C'est quoi? Tous autant qu'on était, on était tellement travaillés par un tas de trucs qu'avant de prendre la mesure de ce qu'on est en train de voir, et pourtant on l'a écrit tout de suite, hein, on a fait un article important pour dire ça, mais même nous, on n'a pas pesé ça de la bonne manière. On a vu des motifs qui sont caractéristiques. Tu crois aux aliens? Hell yeah! Frérot, tu sais ce que ça veut dire s'il n'y a pas d'aliens? Ça veut dire qu'on est tout seul. Tout seul. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire être tout seul dans un univers en expansion continuelle dans lequel il y a des millions de planètes qui pop à chaque fois? C'est impossible, je n'y crois pas, nous ne sommes pas tout seuls, je ne peux absolument pas y croire. Du carbone et de la matière organique. Cette découverte déclenche une stupeur dans le monde scientifique. Parce que la matière organique, ça n'est pas de la vie. C'est du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, des molécules parfois très simples. Mais ce sont elles qui ont contribué à former sur Terre des acides aminés, des protéines, puis nous. Jusque-là, tout le monde pensait que ces briques s'étaient fabriquées ici, sur notre planète, dans notre... Même si vous n'êtes pas religieux, donc vous ne croyez pas en l'islam, au christianisme, au judaïsme, au bouddhisme ou quoi que ce soit, vous pouvez comprendre, encore le bouddhisme, je crois, il n'y a pas ça, mais vous pouvez comprendre qu'avec ce genre de vidéos ou genre juste réfléchir à ce qui t'entoure, tu penses vraiment qu'il n'y a pas un dieu, une création totalitaire qui a tout fait, quelque chose qui nous a créés? Tu n'y crois pas? Vous n'y croyez pas? Sérieusement? Sérieusement? atmosphère, sous nos orages. Cette découverte fait revenir sur le devant de la scène une théorie étrange. Une théorie Non, je l'ai jamais vu, qui toi non jusque-là plus. était considérée comme un peu farfelue, presque pseudo-scientifique. L'idée que... En fait, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a plein de scientifiques qui ont calculé les chances pour que la planète soit de telle manière, à tel degré, à tel machin, avec nanana, pour qu'il y ait de l'oxygène comme ça, pour qu'il y ait de l'eau comme ça, pour qu'il y ait machin. Et c'est tellement de succession de chances qui se sont dit que c'était pratiquement improbable que ça a été fait par le pur hasard. Voilà, si même des scientifiques te disent ça, bro, who the fuck are you to croire qu'il n'y a rien derrière tout ça? la vie pourrait venir de l'espace. Oh my god! From the space, bro? Jeez. Hey, yo, give me some! Après Vega et Giotto, une évidence s'impose. Il faut y retourner et il faut se donner des moyens bien plus importants que ce qu'on a fait pour la comète de Halley, parce qu'il faut y aller et être en mesure de décrypter la composition d'un noyau cométaire. Waouh, c'est Et trop si on mignon. trouve là-haut les mêmes Ils sont briques tous passionnés à mort, c'est qui trop composent mignon. le vivant sur Terre,
ça voudrait dire que ces ingrédients n'ont pas été fabriqués ici et qu'ils se baladent dans l'univers depuis des milliards d'années. Ce serait l'occasion de trouver des réponses à des questions que l'humanité se pose depuis toujours, comme l'accomplissement d'une quête commencée il y a des milliers d'années. What? Oh my god. Cette fois, passer à côté de la comète ne suffira pas. C'est ce que je pense aussi, qu'avec des infinités de planètes, il y a forcément une qui a les conditions parfaites, comme la Terre. Exactement. Et donc on a proposé cette mission-là, et ça a pris du temps, parce que c'était la mission la plus chère de l'Agence spatiale européenne, une de ce qu'on a appelé les pierres angulaires, à ramener ce qui a pu être le vestige de ce à partir du quoi la vie a pu démarrer sur Terre. Oh my god. Show me. Show me, show me. Oh! C'est ça qu'il nous faut. Giotto a réussi à croiser la comète de Halley, mais c'était à près de 600 km de distance. Et encore, il avait fallu 4 sondes en éclaireur pour lui permettre d'accomplir cet exploit incroyable. Et donc c'était une mission qui était tout à fait particulière, c'était un survol, mais un survol à une telle vitesse relative, 67 km par seconde. Entre le moment où vous êtes devant et le moment où vous êtes derrière, il y a 2 minutes. Imaginez, essayez de poser un objet sur un boulet de canon qui bouge au moment où il passe à pleine vitesse devant vous. Oh! 1,4 milliard de dollars. De ce que l'ESA est capable de faire. Pourtant, dans la tête des scientifiques, c'est déjà fait. Les réponses que peuvent apporter une telle mission sont inestimables. Et ils ont une vraie raison d'être optimistes. Depuis plusieurs années, une autre agence spatiale a commencé à travailler avec eux sur une mission de retour d'échantillons cométaires, le projet CNSR. USA, motherfucking dollar NASA. En fait, quand on regarde à l'époque ce qu'on savait faire en planétaire, en deep space, en fait, tout ce qui était vol lointain, flight dynamics lointain, aucune calvitie, magnifique. Assistance gravitationnelle, etc. Les seuls partenaires qui avaient une connaissance dans le spatial, c'était les Américains, personne d'autre. Dans un premier temps, la collaboration se passe à merveille. Une liste de comètes candidates. La vidéo vient de commencer. Et parmi elles, Virtanen, celle qui sera visée. Ok, Virtanen, t'es visé. Les scientifiques ont aussi vite compris que la sonde devra partir avec beaucoup d'ergols liquides pour pouvoir ajuster sa vitesse, ralentir, se mettre au rythme de la comète. Et ça va la rendre lourde. Tellement lourde que la fusée Ariane, le lanceur européen, sera incapable de lui faire quitter l'orbite terrestre. Mais la NASA, elle, peut fournir un lanceur suffisamment puissant. Le second défi que devra résoudre la mission est bien plus important. Il tient dans la nature même des comètes. La particularité d'une comète, c'est son orbite elliptique très aplatie. Elle va donc passer une longue partie de sa révolution dans les régions glacées de notre système solaire. Okay. Et à d'autres moments, s'approcher très près du Soleil, au point que la glace qu'elle contient va immédiatement se sublimer, créant cette magnifique chevelure qui a tant marqué les astronomes. Wow. Et la chevelure, c'est le pire ennemi d'une sonde. Dans l'espace, elle ne peut pas se localiser à l'aide d'un signal GPS. Son seul moyen de connaître sa position, comme les explorateurs d'antan, c'est de se repérer par rapport aux étoiles. Perdue dans la chevelure éclatante de la comète, elle ne pourra plus se repérer. Donc, si on veut que la sonde s'approche vraiment du noyau, il faut rejoindre la comète quand elle n'est pas en activité. Je sais, Fanatics. Quand elle est loin du Soleil, aux environs de l'orbite de Jupiter. Là-bas, à des centaines de millions de kilomètres de la Terre, la petite sonde sera dans un froid où aucune machine ne peut survivre. Elle aura besoin d'énergie pour chauffer ses instruments, ses ordinateurs et ses antennes. Et contrairement à Giotto, elle ne pourra pas compter sur l'énergie solaire qui sera bien plus faible à cette distance.
Heureusement, la NASA a développé des mini-réacteurs nucléaires qu'ils embarquent dans leurs engins spatiaux. Une technologie que les Européens ne maîtrisent pas. C'est comme ça qu'ils peuvent envoyer des sondes jusqu'au niveau de Jupiter. Bien sûr, il reste plein d'incertitudes. On ne sait toujours pas exactement à quoi ressemble la surface d'une comète. Est-ce que c'est du sable ? Est-ce que c'est tellement peu dense que l'atterrisseur va s'enfoncer ? Est-ce que les instruments vont encore fonctionner après avoir passé des années dans le vide spatial glacé ? Putain. Mais si on y arrive, si on arrive à faire atterrir un module, à prélever ne serait-ce qu'un grain de poussière, et si tous les outils fonctionnent encore. Wesh, la vidéo elle est folle. La vidéo elle est dingue. Malheureusement, après quelques années, le projet est rattrapé par la réalité. Retenons bien cette date. Le mur de Berlin est toujours là. Mais d'une certaine manière, il n'existe plus. Est-ce qu'on peut arrêter de se taper dessus et d'essayer de dépercer les secrets du monde ? Germany, where the East German authorities have said, in essence, that the Berlin Wall doesn't mean anything anymore. Les Américains expliquent que ça coûte trop cher et finissent par quitter le navire. Ils annoncent pendant un temps se lancer dans un projet concurrent, puis au bout de 3 ans d'études, ils renoncent complètement. Parce qu'en fait, même pour la plus grande agence spatiale au monde, c'est trop gros. Il ne reste plus que l'ESA, une poignée d'Européens, face au plus grand défi spatial depuis les premiers pas de l'homme sur la Lune. Allez, please. Et pour nous, ça a été effectivement une déception très grande, parce que il était clair que dans la structure de l'Agence spatiale européenne, avec l'argent que l'Europe pouvait mettre dans des missions comme ça, et surtout l'expérience acquise, on était incapable de faire tout ça. Aller en direction d'une comète, choisir la bonne comète, et ensuite se poser dessus, prélever un échantillon, faire un redémarrage automatique d'une sonde qui va ramener ces échantillons sur Terre pour après les diffuser, etc. Il y a tellement d'intermédiaires dans ce processus-là qu'on s'est dit on ne pourra jamais le faire tout seul. Déjà, même avec les Américains, c'était à la limite, mais là, ça devenait tout simplement impossible. Putain. Complexe cette histoire. Le monde entier a les yeux tournés vers ces quelques hommes et femmes qui refusent de renoncer. Une chose devient très vite évidente pour les scientifiques de l'ESA. Ouais. Ramener l'échantillon cométaire sur Terre est désormais impossible. Sans le savoir-faire américain, impossible de faire le trajet retour. Oh my god. Mais ils ont une idée. Si on n'est pas capable de ramener un échantillon d'un noyau cométaire dans nos laboratoires, eh bien on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va fabriquer un laboratoire qui va aller se poser sur un noyau cométaire. Ok. Comment ça, Epstein File? Devra être suffisamment équipée pour faire toutes les expériences sur place. Elle doit devenir un véritable laboratoire. Un laboratoire exceptionnellement sophistiqué. Et cette sonde exceptionnelle, ce laboratoire interstellaire qui va sonder les entrailles de la comète, qui va chercher des réponses sur nos origines et celles du système solaire, il faut lui trouver un nom. Un nom qui porte le poids de ce qu'on cherche. Et c'est quoi son nom? 2 siècles plus tôt, un homme s'était retrouvé Dark Queen. face au même vertige. Une civilisation entière dont on avait perdu la langue et les secrets. Et c'est une pierre, une simple pierre gravée, qui lui avait donné la clé. Quoi? Champollion avait déchiffré l'origine de la civilisation égyptienne grâce à une pierre. La sonde s'appellera donc Rosetta. Oh, il y a du lore. Oh, il y a du lore. Oh, j'adore. L'ESA lance un appel à projet. Les meilleurs scientifiques du monde font leurs propositions. Des astronomes, des biologistes, des physiciens, des rêveurs. Ceux qui posent les questions auxquelles Rosetta doit répondre.
Philae, c'est le nom qui a été trouvé pour le petit atterrisseur qui passera tout le voyage blotti contre la sonde. Philae, comme l'obélisque qui a aidé Champollion à traduire les hiéroglyphes de la pierre de Rosette. Magnifique. 2 clés pour déchiffrer l'incompréhensible. 2 pierres pour ouvrir les portes du passé. Il s'agissait donc de concevoir un système pour aller se poser sur un objet dont on n'avait aucune idée de ce à quoi il ressemblait. Et c'était compliqué pour nous, surtout que les contraintes au niveau des ressources étaient absolument incroyables. Il fallait donc des batteries, la puissance totale qu'on avait disponible, avec à la fois des batteries non rechargeables et des batteries rechargeables, c'était de l'ordre de 10 watts. C'est la moitié de la puissance d'une petite loubarde dans un réfrigérateur. On a la moitié de ça pour faire tout. Et tout, c'est quoi? C'est un engin qui pèse 90 kg, à peu près 100 kg. Il y a 40 kg d'électronique à l'intérieur. On avait 4 mégaoctets à bord. Et avec 4 mégaoctets, il fallait tout gérer toute la réception des données. Avec 4 gérer toute mégas la programmation des instruments, d'un sens puis dans l'autre, enfin tout, voilà. Gérer après l'acquisition des données, et puis le transfert des données. Et donc, la somme des contraintes paraissait complètement dingue. Les gars, 4 mégas, c'est une musique téléchargée sur nos tubes. Il va y avoir une dizaine d'instruments dans Rosetta, une dizaine dans l'atterrisseur. Tout ça travaille en parallèle. Chaque gramme disputé est une question qu'on pourra ou non poser à l'univers. Cette caméra panoramique infrarouge, un spectromètre à rayons X chargé de déterminer la composition chimique de la comète, un sondeur radar pour travailler en écho avec celui de Rosetta, un magnétomètre et bien sûr une foreuse pour prélever un échantillon. Le plus important, si je peux me permettre. Par exemple, la perceuse que l'on avait, c'est une perceuse qui était réputée pouvoir descendre 30 cm dans du béton. Si vous allez vous acheter une perceuse pour faire 30 cm dans du béton, vous n'allez pas prendre quelque chose qui fait 2 watts au total. Ça serait plutôt 2000 watts. Eh bien, nous, c'était 2 watts. Une fois que Philae sera fixé à Virtanen, il forera dans la surface, en espérant que ce soit solide. Jean-Pierre Bibring ne le sait pas. Personne ne le sait. C'est tout le problème. C'est toute la beauté terrible de l'exploration. Ensuite, la matière prélevée ira dans un instrument jamais envoyé dans l'espace auparavant. L'instrument Kozak. Kozak, comme plusieurs instruments à bord de Rosetta, possède un spectromètre de masse. Un outil qui permet d'identifier des molécules en les pesant. Mais il est encore mieux que ça. Il est muni d'un chromatographe. Un engin capable de déterminer la chiralité des molécules. Nos 2 mains ont la même formule chimique, une paume et 5 doigts. Par contre, on ne peut pas superposer nos 2 mains. Vous allez voir, il y a les pouces qui sont de part et d'autre. Elles sont superposables uniquement parce qu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Et donc, quasiment tous les acides aminés existent sous ces 2 formes. Toutes les protéines utilisées par le vivant, tous les acides aminés qui sont inclus dans nos protéines sont uniquement de la forme gauche. Et une des grandes questions qui se posent concernant les origines de la vie sur la Terre est de savoir pourquoi la vie a sélectionné la forme gauche plutôt que la forme droite. Mais là, c'est des réponses auxquelles on n'aura pas de questions. Et enfin, c'est des questions auxquelles on n'aura pas de réponse. Savoir si cet excès existe déjà dans les comètes. Si on découvre des molécules organiques sur la comète Virtanen, et qu'en plus on s'aperçoit qu'elles sont dans le même sens que celles du vivant, non seulement ça confirmerait l'hypothèse d'une origine extraterrestre des molécules organiques, mais en plus ça expliquerait cette énigme que se pose. Imaginez au fin fond de l'univers, il y a quelque chose qui envoie plein de colis. Ces colis, c'est des comètes au hasard partout. Et à un moment donné, ces comètes, elles atterrissent dans des endroits et elles créent la vie. Et en fait, c'est le livreur de la vie. Et c'est ce mec-là ou cette chose-là ou cette entité ou ce truc qui nous crée. Oh, je suis allé loin. Tous les biologistes depuis Pasteur. Colis royal. Pendant ce temps-là, les ingénieurs de Rosetta travaillent d'arrache-pied pour permettre aux rêves des scientifiques de se réaliser. Même sans le voyage retour, le départ des Américains pose de premier nouveaux degré défis aux ingénieurs de la mission. Le premier, c'est d'avoir un nouveau lanceur. Et heureusement, Ariane se lance dans un nouveau programme. Ok.
Oh my god. Ouh, Ariane 5. Oh, la Big Biatch. Ariane 5 C'est la Big pourra Biatch. porter une charge utile beaucoup plus lourde et beaucoup plus loin. Pour l'ESA, c'est l'opportunité de montrer qu'ils sont indépendants des Américains. Prouver que l'Europe peut, elle aussi, tutoyer les étoiles. Le second problème, c'est l'énergie. Rosetta va être parfois très près du Soleil et parfois extrêmement éloigné. Des températures extrêmes dans les deux sens. Très froid et très chaud. Le feu et la glace. L'enfer et le néant. Pour que tout fonctionne à l'intérieur du petit vaisseau, Je vais très bien, Jules. il faut que la température soit constamment aux alentours de 0 degré, grâce à un système d'aération et à des résistances thermiques. L'énergie de ces résistances ne pourra pas être fournie par les générateurs nucléaires de la NASA. Cette pépite technologique, il va falloir faire sans. Ouais, Uber, mais La seule des alternative, planètes. ce sont les panneaux solaires. Des panneaux Ok. solaires gigantesques qui permettront d'avoir suffisamment 14 d'énergie. mètres de Suffisamment, longueur. à condition de prendre un gros risque. Il va falloir faire hiberner la sonde. Pour les pilotes, c'est le cauchemar absolu. La vidéo est dingue. La vidéo est folle. Au-delà de l'orbite de Jupiter, à des centaines de millions de kilomètres de la Terre, la sonde n'aura pas suffisamment d'énergie pour communiquer avec la Terre. La seule solution, c'est de l'éteindre presque entièrement. De ne garder que les résistances chauffantes pour que le carburant ne gèle pas et de programmer un réveil automatique 3 ans plus tard, quand elle sera Oh my sur God. le point de retrouver la comète. Bro, il y a un mec dans le chat qui a dit je vais transformer la France en régime communiste. Non mais Il y a j'abandonne. pas mal de personnes qui nous disaient qu'on n'allait jamais le faire parce que c'était trop risqué. 3 ans. 1095 jours de silence absolu. Plus aucun signal, plus aucune nouvelle. Une petite machine endormie, dérivant dans le noir, quelque part entre Mars et Jupiter. Oh my C'est le God. prix à payer pour ne plus avoir la technologie nucléaire américaine. Et ce sont les pilotes qui devront vivre avec. 3 ans à se demander si, là-bas, dans le froid absolu de l'espace, quelque chose ne s'est pas brisé, gelé, éteint pour toujours. Oh my god. Après des années de travail acharné, il semble que tout est prêt. En 2002, Rosetta et Philae sont transportés en Guyane. La Guyane française, info. Nous sommes le 5 décembre 2002. Putain, mais l'humain et on est fascinant quand même. Hein. Non, il y avait personne dedans. 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu. Oh my god. It's time. It's time. Elle s'envole vers d'autres cieux. C'est une blague? Tu te fous de ma gueule? Est-ce que... À tous les moyens restent à leur poste.
Bomboklat wallahi. Sont tous les deux encore en train d'attendre dans un hangar. Ah, bah voilà. Mais ça veut dire que le programme Ariane 5 prend du retard et que le décollage prévu pour janvier 2003 ne va pas avoir lieu. Il faut trouver Janvier 2003 quand je suis né. une autre comète que Rosetta pourra Pourquoi j'ai rencontrer. douté? Et on en trouve une. On tague. Cette comète s'appelle Churyumov-Gerasimenko, du nom de ses découvreurs. Mais on va la surnommer Chury, comme tout le monde. Un an passe. Les défauts d'Ariane 5 sont corrigés. Et une nouvelle date de décollage est fixée au 2 mars 2004. Cette fois-ci, Rosetta est prête pour le décollage. Ouais, j'ai regardé le film des Bacons. J'ai mis le moins de pubs possible sur Twitch. Je m'en fous des pubs. Oh my god. Absolute Sunima ou absolute cheat? Oh my god. Bomboklat wallahi. Bomboklat wallahi, bomboklat wallahi. Bomboklat wallahi. Bomboklat wallahi. Bomboklat wallahi. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Bomboklat wallahi! À 9h30, la fusée Ariane 5 largue Rosetta dans l'espace glacé. Bomboklat wallahi! Le périple peut enfin commencer. Bomboklat wallahi! Maintenant, Rosetta est livrée à elle-même. Elle est Bombok. seule et elle est bien trop lente. Pour rejoindre Chury aux confins du système solaire, Rosetta devrait accélérer à des vitesses qu'aucun moteur embarqué ne peut lui donner. Alors, les ingénieurs ont trouvé autre chose. Quelque chose d'un peu dingue. Ils vont se Qui est-ce qu'il veut quelque des chose? planètes. Quoi? La stratégie qui a été choisie, ça a été de se mettre en orbite autour du Soleil, sur exactement la même orbite que celle d'une comète, en utilisant une technique qui s'appelle une technique de fronde ou d'assistance gravitationnelle. La trajectoire de la sonde Nous les hommes, on est tellement intelligents. a été accélérée lors des survols Ça va bien. des Tu vas planètes très très bien. et puis légèrement modifiée à chaque fois, de manière à ce qu'elle rejoigne l'orbite de la comète 67P de Churyumov-Gerasimenko. C'est ce trajet fou, calculé par les meilleurs astrodynamiciens de l'ESA, que Rosetta doit parcourir. Pour l'instant, elle commence sa trajectoire autour du Soleil, Non mais, avec une nous les hommes H majuscule, d'accord? vitesse proche de celle de la Terre. Mars 2005. Ok. Rosetta a quitté la Terre depuis 1 an. Donc là, elle est à Elle va Mars. maintenant retrouver la planète bleue pour une première accélération. C'est la première étape clé. Il faut qu'elle soit positionnée comme il faut pour que l'accélération se fasse correctement. Waouh.
Et tout ça, ça a été calculé. C'est beau. Ok. Je crois qu'on se rend pas compte de la vidéo qu'on est en train de regarder là. Genre mi-code. Parfait. Elle s'est pas crachée sur la planète. Et elle est passée juste à côté. Se relance dans le vide intersidéral. Cinéma. « 25/02/2007. Les gars, l'espace, c'est passionnant. C'est dingue. Comme pour dire que tout va bien, la caméra de Philae envoie un selfie avec la planète rouge. Oh my god. Diamond. Septembre 2008. Rosetta croise l'astéroïde Styles. Ok. Mais elle le croise juste? Novembre 2009. La gravité de notre planète la saisit une dernière fois pour l'accélérer et la projeter à près de 50 km par seconde. 180 000 km/h. Oh my god. En bas, quelques astronomes l'aperçoivent dans leurs lunettes. Un point de lumière fugace qui file et disparaît. Ok. C'est la dernière fois que Rosetta se sera approchée de la Terre. Oh my god. Rosetta s'éloigne. Je sais pas si du je joue Soleil. après. Elle croise encore un astéroïde. Juillet 2011. Voilà plus de 7 ans que Rosetta a quitté le sol terrestre. C'est une dinguerie quand même. Le Soleil temps, n'apparaît déjà plus que le fait- 3 fois plus. le fait d'attendre, le fait de le faire, le fait de tout calculer, le fait que ça se passe bien, le fait qu'il n'y ait pas de problème. On est trop fort. Plus petit que lorsqu'elle était près de la Terre. Je veux rien savoir. Et cet astre immense ne fournit plus assez d'énergie pour l'alimenter correctement. Oh non. On a transformé la sonde, donc qui est normalement stabilisée 3 axes. On l'a fait devenir un spinner. Et donc, elle tournait sur elle-même à 4 degrés par seconde. Et donc le peu d'énergie qu'on avait, on l'a dédié à la thermique, parce qu'il fallait absolument que le carburant ne gèle pas. Ok. Alors, en sortie d'hibernation, il fallait déspinner la sonde, et pour ça on a besoin de carburant. Si le carburant était gelé, il n'y avait pas de déspin, donc plus de mission. Donc ça c'était vraiment la thermique, et que tous les équipements survivent leur température minimum. Ok. Rosetta, la petite sonde, va devoir entrer en hibernation. Oh my god. On a demandé à Loïs, qui était une des personnes qui avait fabriqué la sonde, d'envoyer la dernière commande. Donc la commande qui autorise la sonde à rentrer en hibernation. Oh my god. Également, et il y a une chanson pour mettre les enfants au sommeil. Et donc il a chanté cette chanson avant d'envoyer la sonde en hibernation. Les appareils, un à un, s'éteignent. Le système de communication s'éteint. Ça y est, elle dort. Rosetta plonge Oh la dans un vache. grand sommeil pour près de 3 ans. Ah oui, ce docu, il faut que je le regarde. Effectivement, c'est très sympa de le mettre. Ouais. Le nom de la Et vidéo, puis c'est... après, commence les 2 ans et demi. Alors ça fait bizarre de passer d'un moment où on a une sonde où elle n'est plus là. Et après on y pense un peu, je pense qu'on y pense de temps en temps, on y pense régulièrement.
On se demande comment elle va. Et donc vraiment zéro contact, hein, zéro contact pendant 31 mois. Oh là là. J'ai à ce moment-là choisi de constituer une bibliothèque de références de molécules organiques en passant des dizaines et des dizaines de molécules sur un instrument qui est l'équivalent de l'instrument qui est dans Rosetta, mais qui est sur Terre. Et donc en analysant des acides aminés, mais aussi d'autres molécules, ça me permettait de nous préparer, de préparer toute l'équipe à interpréter les résultats des mesures qui auraient lieu 10 ans après. C'est une vidéo de fou. C'est une vidéo de fou. C'est une vidéo de fou. Bonjour, salut. Qu'est-ce qui se passe 3 ans plus tard Le 20 janvier 2014, des 3 ans plus tard. journalistes du monde entier se rassemblent à l'ESOC. Plusieurs discours se succèdent depuis le matin, mais l'événement que tout le monde attend doit avoir lieu à 18h30. Oh putain de Ce merde. soir, après un sommeil de 31 mois, C'est le moment du réveil. Rosetta doit se réveiller. Holy fuck. Oh En my Californie, en Australie, 2 antennes ultra sensibles scrutent le ciel à la recherche de la petite sonde perdue au fin fond de l'espace. God. C'est l'heure de l'apéro. Elle vise un point, très loin, à 800 millions de kilomètres de notre planète. On avait un énorme écran où on avait une ligne de base. Et puis on attendait que dans cette ligne de base, à un moment donné, on nous avait dit, vous voyez, c'est à telle fréquence, on devrait retrouver quelque chose. Donc regardez bien cette portion-là. Au bout d'un moment, si tout va bien, on devrait voir un petit truc qui arrive comme ça, puis qui va augmenter un petit peu. Oh my god, oh my god, oh my god. Puis on voyait rien, bien sûr, il n'y avait rien à voir. Donc c'était vraiment ici, on était tous ici, c'était très très tendu. Et Paolo Ferri, Il a du flow, lui. il est venu à côté de moi, il me dit, même si la sonde ne se réveille pas, Rosetta a fait tellement pour le centre que ce sera quand même du bonus. Si tout s'est passé comme prévu, à 800 millions de kilomètres, près de l'orbite de Jupiter, Rosetta a commencé à se réveiller Oh my god. à 11h ce matin. Holy fucking shit. D'abord, le capteur d'étoiles qui lui permet de s'orienter, puis les propulseurs pour se stabiliser et orienter C'est une son dinguerie. antenne vers la Terre. C'est une dinguerie. C'est une Si dinguerie. tout ça fonctionne, elle pourra alors envoyer son premier signal vers la Terre, où il sera reçu 3 quarts d'heure plus tard. Sur l'écran, le signal est plat. Le cas de panne, pas de signal, c'est le pire pour nous. Parce que c'est vraiment, on appelle ça la mother of all procedures, donc la maman de toutes les procédures, donc la procédure source, la procédure mère. Parce que donc, si on a un peu d'informations, même juste une porteuse, pas de télémétrie, on a de l'information. On sait quelque chose, la sonde est là. Si on n'a rien, on ne sait rien. Oh, c'est stressant. Toujours rien. Oh, l'anxiété. L'écran n'affiche que le bruit de fond de l'univers. Le signal est désespérément plat. Aïe, 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 aïe. Putain. Quoi? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god, j'ai des frissons alors que je m'en fous de l'espace à la base, moi! Est vivante. Putain! À 800 millions de kilomètres de la Terre, après 3 ans de silence, elle vient de se réveiller. Mais pour les pilotes, c'est là que tout commence. Ok. Il faut trouver la comète. Ce pourquoi Rosetta est partie si loin. Rosetta En fait, j'ai peur parce que le titre c'est la mission qui devait. Donc ça veut dire quoi? Que ça a échoué? Ou alors il a fait exprès ce bâtard de mi-code? doit avoir à peu près la même vitesse que la comète, à peu près la même trajectoire. Il faut maintenant qu'elle la rejoigne
pour se mettre en orbite autour. C'est la folie. Il vérifie, tous les appareils marchent bien, a priori. Philae marche bien, les nouvelles sont plutôt bonnes. Oh my god. Ils vont pouvoir passer à la suite. Ouais. Et pour passer à la suite, il faut trouver la comète. Eh, c'est une dinguerie. Rosetta, grâce à sa carte des étoiles et aux mesures de distance avec la Terre, peut déterminer sa propre position avec une grande précision. Bon, ça va alors. Mais l'incertitude de nos observations au sol, je crois que si je me souviens bien, c'est de l'ordre de 10 000 km. Alors 10 000 km pour une sonde qui a 1 milliard de kilomètres, c'est rien. Par contre, quand on veut s'approcher à 100 km, là on a un problème. Ah, waouh. C'est périlleux. Même si on sait calculer la trajectoire de la comète, on a une vision beaucoup plus floue de où elle peut être exactement. Oh, On est à des milliers, c'est comme nager en eau trouble, genre. voire des millions de kilomètres près. On sait que Rosetta est encore à environ 9 millions de kilomètres de Chury. Mais on sait aussi qu'elle devrait se croiser. Si tout va bien, la comète devrait entrer dans le champ de vision des caméras de Rosetta d'ici quelques mois. Les collègues ont commencé à reprendre des photos. Donc là, on a commencé à prendre des photos très régulières. Et bien sûr, donc, quand la comète est visible, il y a un point, il y a un nouveau point. Avec comme fond les étoiles. Donc si on prend des images très régulières, eh bien, en fait, la comète trajectoire. Elle commence à se déplacer par rapport à un fond d'étoiles qui est fixe. Qui ne bouge pas. Là, putain, Rosetta ça... envoie des photos tous les jours. Et tous les jours, c'est la même photo. Il n'y a rien qui change. Oh mon dieu. Rien. Juste le même ciel étoilé, identique. Les gars, tout ça, c'est des étoiles, c'est des planètes. Mais what, on est tellement pas tout seul, frère, c'est impossible. Les jours passent. What the fuck, genre. Rosetta a repéré la comète. C'est là que ça commence à être stressant pour les pilotes. Sur Terre, on n'a toujours pas d'autres informations plus précises sur l'emplacement de Chury. Les informations les plus précises, c'est le retour caméra de Rosetta. La sonde va devoir se guider elle-même en visuel jusqu'à la petite comète. Oh my god. Et le seul moyen qu'ont les pilotes sur Terre, à 600 millions de kilomètres, d'intercepter une comète de 4 km de long, c'est d'envoyer des lignes de commande au fin fond du système solaire, avec plus de 30 minutes de latence. Pendant des jours, Rosetta chasse la comète dans le noir infini des confins de notre système solaire. Les scientifiques découvrent peu à peu la comète. Oh my god. L'un des PI d'un des instruments qui avait reçu les toutes premières images et puis il me les montrait sur son téléphone et il me disait ouais c'est quand même une forme bizarre ce noyau. Oh my god. Toutes nos analyses nous disaient Bonne nuit. qu'il nous faut un terrain de football, en gros 1 km carré, plat, pour pouvoir poser Philae. Et quand on a vu la forme de cette comète, on s'est dit ouais, on ne va jamais y arriver. C'était toujours très flou, mais on avait l'impression même à un moment qu'il y avait peut-être 2 noyaux, que c'était peut-être une comète double. Oh On wow. arrive par derrière et on arrive très vite. Donc si on ne fait rien, c'est un survol. Donc il faut réduire pratiquement 1 km par seconde à 1 mètre par seconde. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Je vous jure, c'est une dinguerie. T'as vu ce qu'on arrive à faire? Je pense que les missions humanitaires, enfin les missions d'humains,
dans l'espace, c'est ce qui redonne le plus foi en l'humanité. Alors que ça n'a rien à voir avec nous. C'est juste le fait qu'on se soit tous poussés à aller rechercher ce qu'on est. Ça prouve que nous, peu importe d'où on est, on veut quand même savoir. 10 ans de voyage, 6 milliards de kilomètres, et enfin, Rosetta approche la comète. La putain de sa mère. Ce qu'on arrive à faire. La masse d'une comète est très faible. Donc, pour se mettre en orbite, Rosetta doit rester très proche de la surface. Rosetta doit se mettre en orbite autour de cet objet. J'adore ce qui se passe. Qui ne ressemble à rien. Je vous jure, j'adore ce qui se passe. Je me dis que c'est la folie des grandeurs. Vraiment. Ce que moi et Mentalo on arrive à faire. Who is this? Who is bro? C'est quoi la vidéo? C'est la meilleure vidéo. Observe Tchouri pendant des mois. Elle scrute la comète et envoie de plus en plus d'images. Des images stupéfiantes. Quoi? Les pilotes se rendent compte que leur mission va s'avérer beaucoup plus compliquée que ce qu'ils avaient pu imaginer. Parce que maintenant, il va falloir trouver un endroit où atterrir. Poser Philae sur cette forme impossible. Oh my god. Ouais, elle est énorme. Elle fait un terrain de foot. De Tchouri, les ingénieurs identifient 10 sites possibles d'atterrissage. Ils aimeraient poser Philae sur l'une des extrémités, là où il y a moins de risque de perdre l'atterrisseur. Il y a eu pas mal de réunions à Toulouse avec tous les scientifiques et les équipes opérationnelles pour trouver un site d'atterrissage, parce que d'un point de vue scientifique, mais il faut qu'aussi en tant qu'équipe opérationnelle, donc ici nous ce qu'on fait ici à l'ESOF, qu'on puisse larguer Philae en sécurité, qu'on puisse garantir la sécurité de Rosetta et de larguer Philae, voilà, que tout ça fonctionne correctement. On ne s'est pas posé tout de suite. On a eu plusieurs mois d'observation. Et 30 minutes de latence. Elles ont été critiques pour nous dire à quoi ça ressemblait. Il y en a qui disaient il faut être dans la glace parce que l'essentiel pour une comète c'est la glace, donc on va se foutre là-dessus. Et moi je leur disais mais vous êtes, c'est n'importe quoi, on s'en fout que c'est de la glace. La glace c'est H2O, on va pas là-bas pour montrer qu'une glace c'est H2O. L'important c'est justement de comprendre le matériau qui est sombre. Donc il faut au contraire se poser là. Bon. Oh, mais et lui il a tellement d'aura. Une discussion qui est très longue en fait, parce qu'on voulait être sûr qu'on faisait pas une erreur en faisant ça. That's why B is good, because it's much bigger than the other. We told you, for all the reasons that has been said here, that B is not ranked in the top 2. The mission is not only to land, it's to make a science on where we land. The only reason to select a side is your judgment and capability to land on a given area. Of course, it's one of the parameters, the other have to be taken into consideration. That's why we are 70 people in the room and not only flight dynamics in the room. Oh putain, ils s'embrouillent et tout pour ça, c'est dingue. Après des heures de débats difficiles, un compromis est trouvé. Le petit atterrisseur se posera sur le site d'Agilkia. Oh la vache. L'épopée de Rosetta a suscité un engouement jamais vu depuis les premiers pas de l'homme sur la Lune. Oh la vache. Partout dans le monde, on s'intéresse au sort du petit Philae. This is over $1 billion project, so... La sonde Rosetta va poser son robot sur la comète, opération totalement inédite. This moment when this lander actually lands on the comet is going to be very stressful. Dans la salle de pilotage, la tension
est à son maximum. The spacecraft is very healthy, and we have had just right now a go from the flight control team and from Flight Dynamics. The commands have already been sent to give the go on board. Pour atterrir sur Tchouri, Philae va être largué à 22 km d'altitude. Sa chute libre va durer 7 heures, interminable. Oh mon Dieu, Pendant 7 heures! Tchouri aura fait plus d'une demi-rotation et sa gravité irrégulière rend la trajectoire de Philae immensément complexe. Et si tout va bien, de A à Z, le mot complexe, il est présent. Philae devrait toucher le sol. Mais sa vitesse sera telle et la gravité si faible qu'il risque de rebondir immédiatement. Pour cette raison, ses concepteurs ont prévu un moyen de le garder au sol. Et comme on ne sait pas à quoi ressemble vraiment le sol de la comète, ils en ont même développé 3. Les gars, quand je vous dis que... Écoutez-moi bien. Moi, vous voyez, par exemple, je suis musulman. Mais même en islam, il me semble, j'ai pas envie de dire de la merde, mais il me semble qu'il est dit qu'on ne sait pas s'il y a de la vie ailleurs, et il y en a potentiellement. Ça se trouve, là, je suis en train de dire de la merde, de ouf! Mais il me semble qu'il y a un passage qui explique un truc un peu similaire. Maintenant, moi, la question que je me pose... Juste dans un screenshot comme ça, pris sur Blender, généré en 3D, vous le savez que le fond est quand même réel. Est-ce que vous pensez réellement que on est tout seul? Mais je vous jure, en fait, c'est tellement dingue de croire qu'on peut être tout seul. Je sais pas, mec. C'est quoi les autres formes de vie? Ça se trouve, c'est des nuages flottants, c'est des aliens comme on les imagine avec des têtes vertes. Ça se trouve, c'est des lézards, des insectes géants, des trucs qu'on n'a jamais vus, qu'on peut même pas imaginer parce que c'est des trucs qu'on n'a jamais vus. Il y a des planètes qui sont exactement comme la Terre. Elles sont même littéralement 7 fois plus grandes. Il y en avait une là, c'est K, je sais plus quoi là. Elle est tellement loin qu'on peut pas y aller. Je vous jure, pour moi, on n'est pas seul, c'est pas possible. Et en fait, bon après ça c'est une théorie que j'ai, mais si on apprend qu'on n'est pas seul, que de mon vivant, j'apprends qu'il y a des extraterrestres, je crois plus en aucune religion. Mais non mec, c'est fini. C'est fini genre, c'est fini. Je sais pas, c'est bizarre non? Je sais pas, ça me casse le crâne, la vie de ma mère, ça me casse la tête. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le rapport, bah en fait, tu sais, t'as toujours ce truc dans ta tête où tu te dis, les religions, ça a été créé à une époque où c'était que pour les hommes, enfin les hommes, les humains quoi, et que genre, ils étaient là juste pour mieux régner et pouvoir se battre pour des convictions qu'ils partageaient. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et genre demain, des aliens, ils ont des religions différentes peut-être. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ou pas? Et genre... À quel moment on est moins légitime que eux de croire à ce que eux y croient? Ils sont tout est différent, c'est le choc de monde. Tu comprends? Mais je sors pas de l'islam, oh là là. Mais tu comprends? Se poser des questions et dire tu sors de l'islam, les gars, c'est fatigant. Vraiment, c'est fatigant. Ça veut dire t'as pas le droit de parler, genre. T'as le droit de te poser des questions. Pitié, ne mélangez pas tout. Si les aliens sont musulmans, bah je pense que l'humanité entière devient musulmane. Alors là... Non bah alors là... D'abord, un petit réacteur censé le plaquer au sol. Mais tu dis peut-être qu'ils prient Allah, mais en fait ils prient Dieu. Allah c'est la traduction arabe de Dieu. Mais ça se trouve leur Dieu est différent, leurs religions sont différentes, ils ont des trucs différents. Ça se trouve ils sont plus intelligents que nous. Ils nous ont juste pas toujours trouvés parce qu'avec le paradoxe de Fermi, ce qui fait qu'ils nous empêche de savoir s'il y a quelque chose ailleurs, c'est qu'on est bloqué physiquement et technologiquement parlant. On peut pas aller plus loin, on peut pas voyager à la vitesse de la lumière, on peut pas aller plus loin, on peut pas pour l'instant. Mais c'est quelque chose qui serait potentiellement possible à l'avenir. Ensuite, 3 pattes. Et dans chacune de ces pattes, des petites vis. Non, on n'est pas descendu du singe, c'est un mythe. On n'était pas des monkeys, genre on n'était pas des macaques, quoi. Si tu crois à la théorie de ça, on était des hommes primitifs. Genre on avait des têtes de singes un peu et tout, mais on n'était pas du tout des singes. On était juste des trucs éloignés, qui n'avaient rien à voir. Ça, c'est si le sol est dur. Mais pas de divinité à part Allah, mais Allah c'est Dieu, c'est le créateur. Part du principe que même si demain, imaginons, Starfall, là, j'étais plus musulman. Pour moi, il y a un créateur. Il y a un truc qui a créé tout ça. C'est pas possible. Il y a un truc. Une chose. Un ou une, j'en sais rien. Ça a pas de sexe même. Juste, il y a quelque chose. Tu vois ou pas? Tu comprends? Genre, c'est pas possible. Les gars, tout ce que vous regardez autour de vous, vous vous dites, genre, en claquant des doigts avec l'évolution. Bruh. What the hell? Le Big Bang. Mais gangbang, ouais. Arrête un peu. Et enfin, si la surface est trop molle ou sablonneuse, il a 2 harpons. Une fois posés, ces harpons se projettent et s'enfoncent avec des crans anti-retour pour se bloquer. 3 systèmes, 3 chances de s'accrocher à ce bout de roche et de glace vieux de 4 milliards. Quelque chose qui a créé tout ça, la matière. Qui a créé la matière? Tu vois? D'années. Donc il y a eu pas mal de problèmes avec Philae, déjà l'allumage. Et donc moi, quand je suis arrivé en console, pour moi c'était... Enfin, mon ressenti, c'était qu'on n'avait pas autorisé le largage de Philae parce que Philae n'était pas prêt.
donc tout d'un coup, on s'est aperçu que, bon, on part ou on part pas. On a dit oui, bien sûr, on n'allait pas... On savait que ça serait un peu compliqué. Juste avant de partir, l'ordinateur de bord de Philae a un problème. Il faut rebooter. Le risque est gros, mais il n'y a pas d'autre choix. Le reboot fonctionne, mais le petit réacteur censé plaquer Philae au sol est hors service. Pourtant, il faut y aller quand même. Il reste moins d'1 heure, il reste 30 minutes à peine. Qui a créé le créateur? Qui crée le créateur? Qui crée le créateur? En islam, il y a une réponse à ça, j'ai oublié. Mais par contre, si maintenant je prends la réponse et je la donne en mode je ne suis pas un croyant, mais je crois en une création qui a créé une création, quoi. La théorie la plus plausible, je pense, ce serait qu'on serait dans un ordinateur ou une simulation ou un truc comme ça. Je sais que dit comme ça, on dirait un trou du cul, mais ça me paraît être une réponse plausible. Tu vois? J'ai mal à la tête. J'ai mal au crâne. Philae tombe. Qui a créé la simulation? Une forme de vie, n'importe. Il n'a pas de moteur, pas de propulsion. C'est juste la chute. La vie de ma mère. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Il part dans le vide. Non, c'est pas les voisins du tout. Merde. 6 heures de chute libre. 6 heures. Pendant lequel on attendait de savoir si oui ou non on se poserait dessus ou pas. On n'avait aucun moyen de savoir si la trajectoire était la bonne. Jesus on God. Oh my God. What the hell? Touchdown! Philae a touché le sol de la comète. Mais alors que la joie bat son plein dans la salle où se trouvent scientifiques et journalistes, la tension monte dans la salle de contrôle. Oh merde! La fameuse photo avant et après. Et après, il y a quelque chose de différent, mais il y a 3 empreintes, mais il n'y a pas de Philae. J'ai appris en direct que Philae avait touché le sol du noyau, donc tout le monde a applaudi dans la salle. Il y avait même François Hollande qui était venu, qui avait fait un très beau discours pour saluer le succès de l'atterrissage. Et puis, la soirée s'achève, tout le monde s'en va, mais je commence à recevoir des mails, des SMS de collègues qui eux étaient à Darmstadt et qui disent finalement, il s'est passé quelque chose de bizarre. On regarde l'image, et l'image est floue. On s'est dit, putain, c'est pas vrai. Quoi? Comment ça, c'est flou? Et on savait que c'est pas la caméra qui merdait, parce que juste avant, au moment du départ, on avait fait une image de Rosetta, et c'était parfait. Il s'était rien passé entre-temps, donc on bougeait. Oh my God. Non. Philae a rebondi. Le risque pour l'atterrisseur est énorme. Si sa vitesse est trop importante, il quittera la gravité de la comète et disparaîtra à tout jamais dans le vide spatial. Donc on réalise qu'en fait, on a touché et qu'on est reparti. Et qu'on n'avait aucun moyen de savoir à quelle vitesse on était reparti. Et comme il n'y a pas de gravité, il suffit de rien pour partir et ne plus revenir, quoi. On ne pouvait pas savoir si on était dans un endroit qui n'était pas en visibilité de Rosetta, et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas correspondre, ou bien si on était dans le God. intersidéral. Rosetta perd la communication avec Philae. La sonde est passée de l'autre côté de la comète. Il faudra attendre le lendemain matin, 6 heures, pour que Rosetta se lève à l'horizon de Philae et tente d'établir une nouvelle communication avec lui.
Jean-Pierre Bibring et son équipe resteront toute la nuit pour programmer une séquence à envoyer au petit robot perdu. Sylvain Laudio revient le lendemain matin, un peu avant 6 heures. Oh putain. Il surveille le signal que Rosetta leur envoie du fin fond du système solaire. Et à 6 heures, Philae leur répond. Ok. Et elle répond quoi, la pétasse? On a joué gagnant, avec une séquence qui dit tu refais le panorama, tu refais ceci et cela, et tu nous l'envoies tout de suite. Et le lendemain matin, à 6 heures du matin, on a reçu nos images, où on voyait un noyau fixe, comme ça, qui est devenu pour moi le plus beau nuage qu'on n'a jamais fait. Moi, en tout cas. Et on voit pour la première fois, on n'a jamais fait mieux d'ailleurs, un noyau cométaire vu de près. On s'est posé dessus. Oh là 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 là! Jesus, oh my God! Holy fuck! Vous savez que c'est une dinguerie de voir ça, je trouve. Vraiment, c'est une dinguerie. Pour la première fois, une machine humaine est posée sur une comète. Prends des cailloux. Vas-y, fais la foreuse. Philae est vivant, mais la situation est critique. Oh. Les rebonds l'ont envoyé quelque part sur la comète. Où exactement? Personne ne le sait. Et les premières images sont sans appel. Il est coincé dans l'ombre d'une falaise. Oh. Ses panneaux solaires seront quasiment inutiles. Oh. Il ne reste que les batteries. Si elles ne sont pas endommagées, ça veut dire maximum 60 heures d'expérience. Bon, ça va! 60 heures pour arracher à cette comète, vieille de 4 milliards d'années. Mais Laura, c'est vieux de 4 milliards d'années, Jesus, oh my God! Ce qu'elle peut nous dire sur nos origines. On commence par les instruments les moins gourmands en énergie. L'instrument Kozak, celui qui doit forer la comète et chauffer les échantillons, devra attendre. Philae mesure le champ magnétique, la température et transmet régulièrement les données à Rosetta pour ne pas saturer sa courte mémoire. Les résultats tombent, les uns après les autres. C'est magnifique! Tout fonctionne. Ça va très bien, mout poupe. Au bout de 2 jours, une grande partie des expériences sont faites. Et il reste encore un peu de temps. Assez peut-être pour actionner Kozak. L'atterrisseur va peut-être enfin percer Je vais faire un arrêt cardiaque de cette matière cométaire. Je vais mourir tout de suite, right now, tonight. La foreuse Tonight is the night, today's the se day. déploie, s'allonge. L'instrument Kozak n'a pas pu fonctionner comme on l'espérait, parce que Philae s'est retrouvé un peu juché, un peu de guingois sur le bord d'une falaise. Le prélèvement qui a été fait de la surface de la comète n'a pas pu aboutir, et donc il y a eu une analyse chromatographique qui a été faite. C'est comme si t'avais une petite tub et que tu décidais de baiser la 10 sur 10. T'es dedans? Bon, j'arrête les blagues de merde. Alors, reparti. Philae est couchée et la foreuse ne parvient pas à atteindre le sol de la comète. Au moment du rebond, il y a de la poussière cométaire qui est rentrée à l'intérieur de Philae et qui a pu être analysée par certains des instruments. Kozak a pu analyser une centaine de particules de la comète. Génial. Malgré les 10 ans dans l'espace, malgré les milliers de petites contingences qui auraient pu tout faire foirer, malgré l'atterrissage compliqué de Philae, on reçoit des informations de ce petit instrument forgé dans un laboratoire. Oh, magnifique. Et parmi elles, il y a 16 composants organiques. Quels sont les composants organiques sont très simples, mais ils pourraient être à l'origine de composants plus complexes, comme des sucres ou des acides aminés. Des sucres? Il y a du sucre dans l'espace, brother?
Sauf que aucun de ces composants plus complexes n'ont pu être détectés avec certitude. Et pour l'instant, pas d'acide aminé. Puis moi quand je vois la comète arriver. Mon lit. Mais le compte à rebours arrive à son terme. Il y a un moment, il y a eu un dernier contact et on a vu Philae nous dire au revoir parce que là, voilà, c'est éteint parce qu'il n'y avait plus assez d'énergie. Philae s'est éteint sur la comète sans qu'on ait jamais su où il se trouve. Le seul espoir d'avoir des nouvelles, c'est qu'à l'approche du Soleil, les panneaux de l'atterrisseur reçoivent suffisamment d'énergie pour que d'autres expériences puissent être menées. Mais dis pas fils de pute. Pendant des mois, Rosetta tourne autour de la comète, cherchant désespérément le petit atterrisseur qu'elle y a déposé. La comète approche du Soleil. Peut-être que Philae va avoir assez d'énergie pour s'allumer. Rosetta fait des manœuvres pour essayer de retrouver le petit atterrisseur. Mais un jour, la comète entre en activité. Et ce qu'on découvre bouleverse tout ce qu'on pensait savoir. Pardon ? On imaginait que c'était la matière à la surface qui s'évaporait. En fait, c'est ce qui est à l'intérieur qui perce des trous dans la comète. Des explosions de gaz et de poussière qui jaillissent vers l'espace. Pour la sonde, ça devient risqué et les pilotes se mettent à distance. Désormais, ils naviguent entre 150 et 300 km de la comète. Les chances de recevoir un signal de Philae s'amenuisent. Quand, le 13 juin 2015, après 8 mois de recherche, une alarme retentit. Alors ça, c'était mon premier jour de vacances en juin 2015. Moi aussi, je suis fasciné. Au journal, quand j'étais pas d'astreinte, donc je reçois un appel en tant que responsable de l'équipe, c'est que c'est pas bon. Quoi ? Et c'est une collègue qui me dit Philae vient de se réveiller. Oh my Philae s'est réveillée et a commencé à nous envoyer des données. On n'a jamais vraiment pu reprendre contact avec Philae. Il nous envoyait des données de temps en temps. On a essayé de le commander régulièrement, mais on n'a jamais réussi à prendre contact. Putain. On a reçu à un moment donné des trucs, mais d'où ça venait, on n'en sait trop rien. Ouais. On a reçu effectivement des bits qui nous ont fait dire, voilà, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne. Ouais. Mais c'est le pire tout ça, c'est que tu as un truc qui est, tu vois, il est pas mort quoi, il est encore là, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais. Non, c'est affreux. Putain. La liaison ne dure que 78 secondes, mais grâce aux données, les pilotes découvrent que les principaux systèmes de Philae sont restés opérationnels. Ils découvrent notamment que Philae s'est réveillé une première fois en avril, 3 mois avant, et qu'il s'est allumé 96 fois depuis. En fait, dès que l'énergie est suffisante, il se réveille, cherche à rentrer en contact avec Rosetta et retourne en hibernation quand l'énergie diminue. Sauf que, couché dans une crevasse, le champ d'émission de Philae est étroit. Et comme Rosetta a dû s'éloigner à cause des dégazages, elle a ignoré son signal. Après des jours de connexion intermittente, Philae cessera d'émettre pour toujours. Aïe, aïe. C'est ça, c'est une tana mais dévue, elle. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Il est dépressif.
Rosetta, elle, est toujours là. Et la comète, en s'approchant de J'ai jamais entendu ça de ma vie. des jets de matière j'ai jaillissent tellement peur. du noyau. De la matière Merci pour Subgif Anonymous. intacte depuis 4 milliards d'années qui s'échappe dans l'espace. Et Rosetta porte à son bord 2 spectromètres de masse capables de l'analyser. Ce que Philae n'a pas pu aller chercher en bas, Rosetta peut peut-être l'attraper au vol. À une condition, s'approcher, beaucoup plus près. On a voulu essayer d'aller faire des survols en rase-motte le plus proche possible. On voulait essayer d'aller à 1 km, de faire des survols à 1 km. Ils sont griddy, hein. On se souvient qu'on est autour d'un corps actif. On voit quelques étoiles, mais entourées de poussière. Et il y avait tellement de poussière qu'en fait les capteurs d'étoiles, au lieu de suivre les étoiles, commençaient à suivre les poussières. Donc la sonde se mettait à reconfigurer certaines unités, donc les gyros, les capteurs d'étoiles, etc. Et s'il y avait une double reconfiguration, c'était un mode panne. Donc là, un safe mode, donc là la sonde elle arrête tout. Rosetta dérive, aveugle, dans le nuage de poussière. Sur Terre, on perd complètement le signal de la sonde. Elle n'arrive plus à émettre. Pendant 3 jours, les équipes se relaient jour et nuit. Les pilotes ne reçoivent plus de signal. Holy fuck. Et puis, Rosetta réapparaît. Elle a fini par retrouver le soleil, s'y accrocher et se réorienter. Ok. Elle a dérivé de 200 km. Il faudra une semaine entière pour la ramener. Mais la récolte a été bonne. Rosina est un instrument qui était un peu le nez de la mission et donc qui capturait la phase gazeuse, qui rentrait à l'intérieur et qui était analysée, elle aussi, par spectrométrie de masse. Et là, c'est un véritable festival. C'est SNK, la vie de ma mère, tellement de Rosina rebondissements. a été en mesure de déjà confirmer tout ce qu'on avait vu depuis la Terre, mais augmenter considérablement l'inventaire des molécules qui sont gelées dans le noyau et puis qui sont ensuite libérées dans la phase gazeuse. Donc on a trouvé plein de molécules qui sont intéressantes quand on réfléchit à la chimie des origines de la vie. De l'acide cyanhydrique, du formaldéhyde et de l'ammoniac. Si on fait réagir ces 3 molécules, on peut former des acides aminés. Un des 2 spectromètres de masse de la sonde a récupéré plus de 30 000 grains de comète. 30 000 grains qui viennent du plus profond de cet astre mystérieux. Oh là là. Il commence à peser les différentes molécules et trouve des minéraux à base de silicium, de fer, de sodium, mais pas de molécules organiques. Ça n'est après que de longues analyses qu'il réalise qu'ils étaient face à des molécules organiques beaucoup plus complexes et beaucoup plus lourdes que prévu, mais pas tout à fait celles qu'on retrouve dans le vivant. Le 2e spectromètre de masse, Rosina, a des résultats tout autres. Il n'étudie pas les poussières, mais s'intéresse au gaz qui sort de la comète. La première découverte, ce sont des molécules très volatiles. Comme l'azote, le dioxyde de carbone, le peroxyde d'hydrogène et de l'oxygène. Et de l'oxygène. Jesus, oh my fucking god. De l'oxygène sur une comète. L'oxygène est l'une des molécules les plus réactives qui existent. Elle se combine avec tout le temps. Elle n'a aucune raison de survivre 4 milliards et demi d'années, sauf si elle a été piégée dans la glace dès le départ, avant même que le système solaire n'existe, dans le nuage interstellaire qui lui a donné naissance. En cherchant l'origine de la vie, on venait de remonter avant l'origine de la Terre elle-même. Oh my god! 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 J'ai mal à la tête, oh my god! Puis viennent les premiers composés organiques. Est-ce que tu sais à quel point il faut être fou? D'autres molécules plus massives, comme le benzène.
Mais surtout, Rosina a découvert, sur cet astre venu du fin fond du système solaire, sur cet astre qui s'est formé dans les profondeurs intersidérales de la galaxie, une autre molécule plus complexe. Une molécule que tout le monde espérait, que tout le monde souhaitait découvrir. Oui, quoi Celle que Miller avait trouvée abondamment dans son expérience, ce maillon entre l'inerte et le vivant, le premier acide aminé. Oh my god! La glycine. La glycine, c'est le plus simple des acides aminés. La glycine, elle est sans doute formée au sein des glaces de la comète, et puis que quand les glaces se subliment, c'est-à-dire qu'elles passent de la phase solide à la phase gazeuse, et vont relâcher plein de molécules dans l'atmosphère, dont la glycine. On a dans le noyau de la comète une grande variété d'ingrédients chimiques qui vont ensuite nourrir les études des chimistes qui essayent de réfléchir à la chimie de l'apparition de la vie sur la Terre. What the fuck? What the hell, bro? Oh my god! Ok, now it's time. Est-ce que la comète, est-ce que Rosetta est revenue à nous? Please. Une mission est réussie si ça aboutit non pas à la réponse à la question, elle va montrer que la question était mal posée et était bouchée sur plus de questions. Donc on en sait de plus en plus, mais en valeur relative, on en sait de moins en moins. Quand on dit que la recherche est un puzzle, c'est vrai qu'on remplit les cases comme ça, mais les dimensions du puzzle augmentent encore plus vite qu'on ne le remplit. Ce qu'a montré Rosetta, c'est d'abord qu'une comète, c'est pas ce qu'on pensait. C'est pas de la glace avec des petits grains dedans, c'est beaucoup de grains avec un peu de glace dedans. Et ça change tout sur l'évolution du système solaire, etc. Et surtout, ça change tout sur la capacité que ce matériau-là peut rentrer dans un océan terrestre primordial. Si on retire les glaces, si on prend juste la partie solide du noyau, à peu près la moitié du noyau est fait de matière organique. Comme on sait que des comètes sont tombées sur la Terre avant que la vie n'apparaisse, et maintenant qu'on connaît la complexité et la richesse et la diversité de toute la matière organique qui est présente dans le noyau des comètes, je me dis quand même que je trouverais difficile à expliquer que les comètes aient joué aucun rôle dans l'apparition de la vie sur la Terre. C'est une dinguerie ce qu'on est en train d'entendre, c'est une dinguerie. La vie de ma mère, c'est une dinguerie ce qu'on est en train d'entendre. Wallah, l'adem, c'est une dinguerie ce qu'on est en train d'entendre. Les gars, c'est pas moi qui parle, hein. C'est pas toi dans le chat. Hein. C'est un professionnel qui a dédié sa putain de vie entière à ça. C'est une dinguerie ce qu'on est en train d'entendre. Les résultats de la mission Rosetta ont complètement changé notre compréhension de nos origines. On vous avait dit qu'il fallait de l'énergie et un peu d'eau et les bonnes conditions climatiques, mais en fait, il fallait bien plus que ça. Il fallait de la matière produite dans les entrailles de vieux corps. Par exemple, il fallait du phosphore, qui puisse se dissoudre dans l'eau et libérer des ions phosphates, eux-mêmes indispensables à la structure des molécules d'ADN. Jusque-là, on pensait que la vie dépendait de la situation de la planète autour de son étoile. Mais elle dépend de bien plus que ça. Elle dépend de tout petits grains de matière formés il y a des milliards d'années dans le vide intersidéral par la rencontre hasardeuse de corps errants à travers la galaxie. Mais une question reste ouverte. La chiralité, le sens des molécules. Les spectromètres de masse se contentent de peser. Impossible donc de savoir si ces acides aminés tournent dans le même sens que les nôtres. Rosetta a trouvé les ingrédients de la vie, mais pas la recette. C'est horrible. Les ingrédients, mais pas la recette. Tu sais ce que ça veut dire? C'est comme si je te demandais de faire un burger, que tu savais pas à quoi ça ressemblait, et que je te disais, il te faut ça, mais je te jure que tu sais pas. Et maintenant, il faut savoir. Et le temps manque. Le tour du soleil se termine. La sonde est vieillissante. Et elle a bien rempli sa mission. Moi, je savais que je devais annoncer la fin de la mission Rosetta sur les boucles ici. Donc ça, on sait que je savais que ça arrivait, donc je suis passé un peu par tous les états, donc vraiment en me disant que je ne vais jamais arriver à parler, parce que tellement j'étais ému.
En fait, je pense que le truc le plus passionnant, c'est les humains qui sont derrière tout ça. Ils sont tellement passionnés, frère. C'était décidé, donc avec une grande réunion avec les scientifiques, de terminer la mission en septembre 2016 et d'essayer de poser Rosetta doucement sur Philae. Quelques jours avant son dernier souffle, Rosetta prend ses dernières photos. La sonde se concentre sur la partie de la comète où Philae a sans doute atterri. Mais il ne voit rien. Toujours pas de traces de l'atterrisseur. Ils savent qu'ils ne pourront plus entrer en contact avec lui, mais ils espéraient au moins voir où il s'était posé. C'est une collègue de l'équipe d'Osiris qui a, avant de s'endormir le soir, qui a regardé les photos de Philae sur son laptop. Ouais, et elle l'a trouvé, c'est ça? Non? C'est pas ça? Eh bien, quand on a pris l'image, eh bien, sur le côté droit, il y avait Philae. On a fait une lente descente pendant plusieurs heures, et quelques secondes avant la fin, il y a eu un message du capteur d'étoiles qui nous disait « Il y a un problème, j'ai un très gros objet dans mon champ de vue. » Ah là 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 là. We have LOS. On dirait pas un cœur un peu comme ça? All stations on the briefing room, we just have had loss of signal at the expected time. This is another outstanding performance from Flight Dynamics. So we'll be listening for the signal from Rosetta for another 24 hours, but we don't expect any. And so this is the end of the Rosetta mission. Thank you and goodbye. Oh my fucking Jesus, what the hell? Sylvain Laudio est reparti sur de nouvelles missions. Solar Orbiter, une sonde partie autour du Soleil pour expliquer des phénomènes comme les vents solaires ou son champ magnétique. Jean-Pierre Bibring participe à la mission ExoMars pour comprendre comment les grains cométaires ont évolué différemment sur la planète rouge. Il travaille aussi avec la JAXA japonaise sur un projet de retour d'échantillons cométaires qui devrait permettre de répondre à une partie des questions laissées en suspens par Rosetta. Et Hervé Cotin, lui, continue d'étudier les données que Rosetta et Philae ont transmises. Elles n'ont peut-être pas encore livré tous leurs secrets. Et bien sûr, ils le savent, ce qu'ils vont découvrir va encore poser d'autres questions. C'est une folie. C'est une folie. Dans le monde, des hommes et des femmes lancent des projets, des expériences, des constructions gigantesques. Parce qu'ils sont poussés par cette force. Cette même force qui a poussé les anciens à raconter des mythes, les hommes du Moyen-Âge à construire des cathédrales, les savants à monter des expéditions à travers le monde au péril de leur vie. La force de cette question fascinante et existentielle à laquelle on cherche tous une réponse. D'où venons-nous ? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! C'est la meilleure vidéo que j'ai vue de l'année! C'est la meilleure vidéo que j'ai vue cette année!